Aujourd'hui, je vais vous parler de ce genre littéraire qui est un peu méconnu et qu'on nomme la novélisation. Donc, à la base, à cause de l'origine évidente du mot novélisation qui vient de l'anglais novel, on comprend la novélisation comme une mise en roman d'une histoire tirée à l'origine d'un autre média, le plus souvent le cinéma, les séries télé ou les jeux vidéo. Yann Battens, un théoricien belge, la décrit comme étant non pas qu'une simple adaptation à l'envers, d'où mon titre, comme plusieurs, et comme d'ailleurs plusieurs pourraient le croire, mais bien comme une réécriture du film. Donc, je le disais, c'est méconnu, mais Michael Scott, dans The Office, connaît la novélisation, ce qui donne une idée d'emblée de comment la société voit la novélisation comme étant quelque chose qui fait partie de la culture populaire principalement. Et d'ailleurs, dans cet extrait-ci qui date de la saison 6 de The Office, il se trompe, il n'existe pas de novélisation du film Precious inspiré du livre par Push de Sapphire. C'est simplement le livre qu'il a lu. Donc, la novélisation est née en même temps que l'industrie cinématographique, et ce grâce à des catalogues qui étaient rédigés et publiés par les productrices de l'époque, où on pouvait y lire de longues descriptions de films. Par exemple, vous voyez donc à gauche le catalogue Solax de la compagnie de production de Alice Guy Blaché, la première réalisatrice de films. À partir des années 20, ces publications prennent de l'importance et se transforment en romans cinéma, comme vous pouvez voir juste à côté, un type de livre servant à donner des précisions supplémentaires sur les motivations psychologiques des personnages dans les films muets. Puisque à l'époque, c'était les films muets. Ici, le roman cinéma que j'ai mis, c'est un film que je ne connais pas, mais on peut pas le voir comme ça, l'image est trop petite, mais qui affiche fièrement sur la couverture qu'il y a à l'intérieur des images tirées du film. Donc, c'était vraiment fait pour les amateurs du film en question. Malheureusement, le genre s'épuise rapidement, puisqu'avec l'avènement du cinéma parlant en 1927, le public a plus besoin de ce genre de précision. La nouvelle vague des années 60 encourage de nouvelles formes d'expression cinématographique, ce qui ramène un intérêt pour la novélisation, dont vous voyez certains exemples. Par exemple, au milieu, c'est le film Cléo de 5 à 7, réalisé par Agnès Varda, qui est présenté dans un magazine sous forme de bande dessinée. On voit aussi évidemment le classique À bout de souffle de Jean-Luc Godard et Françoise Daubonne. Je vous avais fait un petit preview de ça à quelques personnes au début de la journée. Françoise Daubonne, cette autrice française qui a novélisé le film J'irai cracher sur vos tombes, réalisé par Boris Vian et donc inspiré de son œuvre du même nom. Est-ce que vous connaissiez le film? Est-ce que vous connaissiez la novélisation? Sûrement pas. Une fois arrivé en Amérique du Nord, le genre prend un ton beaucoup plus commercial. La novélisation profite d'un nouveau souffle à la fin du 20e siècle, mais les critiques et théoriciens et théoriciennes de l'époque la boutent toujours et la qualifient de sous-produit de l'industrie culturelle, donc un genre de produit dérivé avec des objectifs principalement commerciaux dont la popularité ne dépend que de celle du film d'origine. Ce que je remarque d'emblée dans mes recherches, c'est qu'il est difficile d'achever un portrait historique précis de la novélisation malgré son existence plus que centenaire. En effet, souvent associée à de la littérature jetable, par exemple la littérature de gare en France ou de la littérature d'aéroport aux États-Unis, elle a souffert d'un mauvais archivage. Elle peine à être considérée comme un objet d'étude et à profiter d'une place dans la mémoire des littéraires. Par exemple, Roland Barthes s'y est intéressé un peu, mais uniquement parce que, et je le cite, la bêtise de la novélisation le touchait. Alors, à voir de quelle manière c'est reçu. De nos jours, dans les chaînes de librairies populaires, on peut souvent voir des sections de romans qui reprennent l'image de marques de production connues, particulièrement de science-fiction comme Star Trek et Star Wars, ou encore d'autres méga-productions à succès, dont je vous ai mis certains exemples, tous aussi amusants, plus amusants que les uns que les autres. Vous voyez, principalement, il y en a des très récents, Star Wars, Star Trek, Once Upon a Time in Hollywood, qui est d'ailleurs novélisé par Quentin Tarantino, le réalisateur du film. Je vous ai aussi mis Les Feux de l'amour parce que je trouvais ça très drôle.
Et je ne sais pas si vous vous rappelez du film Les jumelles s'en mêlent, des jumelles Olsen. Bref, voilà, il y a de tout. Il est aussi possible de trouver des ouvrages résultant d'une trajectoire plus surprenante encore, comme ce livre. Il s'agit de Dracula, un roman basé sur le scénario du film du même nom, réalisé par Francis Ford Coppola en 1992. Oui, enfin, 70, bon, peut-être je me suis trompée, peut-être 72 plutôt, qui lui est évidemment inspiré du conte de Bram Stoker. Donc là, je vous ai juste recopié ce qui était écrit sur la couverture du roman, juste pour vous montrer à quel point les allers-retours entre l'œuvre et le film peuvent être compliqués. Donc c'est ça, a novel by Fred Saberhagen and James V. Hart, based on the screenplay by James V. Hart. Les personnes derrière ce genre d'ouvrage sont souvent vues par les critiques comme des techniciens-techniciennes, ou plutôt, je cite Yann Battens, comme des auteurs qui ne risquent pas de se prendre pour des auteurs. Pour ces raisons, Battens caractérise ce genre spécifique de novélisation comme étant commercial. Avec cette idée de technicien-technicienne, ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que le scénariste du film est aussi un des auteurs qui a signé la novélisation. Donc, évidemment, moi, je me demande où commence son travail d'auteur-scénariste et où commence son travail de technicien-technicienne. Je ne sais pas. Je le disais, la novélisation profite d'un nouveau souffle depuis les années 2000 et par le fait même, on remarque qu'un autre type de novélisation s'impose, celle que Battens nomme cette fois-ci comme étant littéraire. Selon ses recherches, cette nouvelle manière de pratiquer la novélisation est plus audacieuse et a plus de latitude par rapport au film qui l'inspire. Le théoricien belge décrit la novélisation littéraire comme une variante culturellement légitime, proche des formes et du statut de la littérature d'invention. Face à cela, j'observe qu'en plus des réécritures de productions à succès dont je viens de vous parler, des titres tels que Thelma, Louise et moi de Martine Delvaux et Toutes les femmes sont des aliens de Olivia Rosenthal peuvent aussi être réunis sous le champ de la novélisation. Je m'étonne alors de voir que ce genre n'a pas une meilleure place en littérature. Est-ce qu'on a raison de le voir comme un objet de seconde zone, comme un simple calque du cinéma? Quand on parle de novélisation, on l'associe souvent à tort au remake. En français, la traduction littérale de remake est refaire, faire de nouveau, répéter quelque chose qui existe déjà. D'après Battens, comme la novélisation littéraire doit se débarrasser de la tutelle de son média d'origine, il ne peut donc pas s'agir d'une répétition de l'œuvre cinématographique initiale. Par conséquent, elle n'est pas un remake. Pour illustrer cela, je prends l'exemple de Tanguy Viel, l'auteur qui ouvre les portes de la novélisation littéraire en écrivant le roman Cinéma en 1999, où il s'oppose à cette idée de remake. Pour ce faire, donc, et je cite Sébastien Rongier, Viel utilise la répétition pour mettre à distance la répétition. En effet, son narrateur, un fervent admirateur du film Slurt, que je vous montre ici, réalisé par Joseph L. Mankiewicz, cette fois-ci en 1972, répète à outrance le titre du film et s'adresse à lui, au film, jusqu'à ce que cette répétition le personnifie. Donc, je vous explique, au fil des pages du roman, Slurt, comme vous le voyez ici en italique, devient Slurt, encore avec la majuscule, mais il perd son italique, une figure avec qui le narrateur échange, comme il l'explique ici. Quelquefois, je sors de chez moi et je m'excuse auprès de Slurt parce que je le laisse seul. Cette répétition, qui finit par donner au titre du film un statut de personnage dans l'histoire, permet au roman de s'approprier la production cinématographique d'origine et alors de s'en distancier. Ce n'est plus que l'histoire du film qui est racontée, c'est l'histoire de l'expérience du film, l'expérience du narrateur passionné qui prend toute la place dans le récit. Dans le cas de la novélisation définie par Battens comme étant commerciale, l'idée de répétition du film est flagrante. Par exemple, comme vous l'avez vu tantôt, le titre du roman est souvent le même que l'œuvre d'origine et parfois des scènes sont décrites en partie ou en entier. Mais je ne crois pas non plus qu'il soit adéquat de lui donner le titre de remake.
En raison de son aspect intermédiatique, ce serait fautif de considérer cette œuvre comme un simple scénario remanié. Donc, à l'image de l'intertextualité, l'intermédialité permet, je cite, des relations médiatiques variables sans que les médias se plagient mutuellement. Au contraire, ils intègrent à leur propre contexte des questions, des concepts, des principes. Dans ce cas, l'objet littéraire ne cherche pas à rivaliser avec l'objet cinématographique dont il est source. Il existe comme une œuvre à part entière, et ce surtout à cause du travail de transformation qui est nécessaire dans la mise en roman d'un film, précisément autour de la question de l'entité narrative littéraire qui n'existe pas telle qu'elle dans le 7e art. Une auteuriste de novélisation doit inventer le rôle de ce nouveau personnage narratif et doit définir, par exemple, quelles informations supplémentaires ce personnage donnera au lectorat. Selon moi, ces décisions à prendre et ces réflexions d'ordre littéraire sont suffisantes pour renoncer à l'appellation technicien-technicienne lorsqu'on parle des créateuristes de novélisation dite commerciale. Battens écrit que dans le système littéraire classique, l'auteur est un individu. Dans le système littéraire commercial, l'auteur est une fonction. Selon moi, cela explique pourquoi l'appellation novélisation commerciale est néfaste. En effet, je crois que cela entraîne une dépersonnalisation des auteuristes de novélisation en leur imposant un rôle d'octroyeuriste de service et réitère la fausse idée d'un manque de liberté dans l'écriture. Cesser les catégorisations permettrait alors de tirer la novélisation dans son ensemble, donc autant commercial que littéraire, hors de sa condition d'infériorité. Comme je le disais, depuis Cinéma de Tanguy Viel, la novélisation prend de nouvelles formes. En 2012, Jean Clédère, dans son texte « Entre littérature et cinéma », la décrit ainsi. Cette nouvelle forme de cinématographie offre par construction un redécoupage, une réappropriation des récits cinématographiques dans une perspective littéraire dont l'intérêt serait demeuré anecdotique si elle n'offrait pas simultanément la possibilité de montrer de l'expérience humaine, des processus qui resteraient invisibles sans la double médiation dans cet ordre du cinéma et de l'écriture. Dans cette citation, particulièrement à la fin, dans l'extrait que je vous ai souligné, Clédère met l'accent sur l'expérience humaine comme point central de cette nouvelle manière d'écrire de la novélisation. En ce sens, l'auteuriste, par sa réappropriation du film, expose un nouveau point de vue sur l'œuvre cinématographique partant de son vécu, de son expérience. En gros, dans ces circonstances, le film choisi devient un prétexte pour se lancer dans le récit de soi, le récit du ou de la narrateuriste. Par exemple, le titre « Thelma, Louise et moi » de Martine Delvaux est calqué sur celui du film de Ridley Scott, Thelma and Louise, sorti en 1991, mais il connote aussi l'intimité d'une narratrice au jeu par le pronom personnel « moi ». Que ce « moi » soit associé à une écriture autofictionnelle ou à n'importe quelle autre entité narrative homodiégétique, le lectorat peut s'attendre à la présence d'une protagoniste, une femme dans ce cas-ci, parlant d'elle-même et invitant un nouveau point de vue sur le film qui prend naissance dans son témoignage et dans son expérience. Dans son roman, Delvaux écrit ceci. « J'écris en même temps que je visionne le film. J'écris sur la vie et sur l'écriture, en même temps que je raconte le film, me demandant dans quelle mesure on peut réécrire un film. » C'est vraiment ça qui m'intéresse particulièrement. Comment réécrire un film déjà existant? Est-ce que c'est possible de le transformer grâce à l'exercice de l'écriture? Par exemple, je n'avais pas vu le film Thelma et Louise avant de lire le roman, mais je l'ai fait ensuite. Dès les premières images, j'ai ressenti une grande émotion puisque je connaissais déjà le destin tragique des deux protagonistes. Mais grâce aux mots du livre, j'ai capté des nuances dans le drame que je n'aurais peut-être pas comprises autrement. Pour moi, l'œuvre a changé. Ce qui était un road movie, une chasse à la femme, est devenu un manifeste féministe. Ma vision du film a été transformée après avoir été en contact avec la perspective de la narratrice de Thelma, Louise et moi. Je dirais même qu'elle agissait comme un nouveau personnage dans le film, invitant un angle de compréhension différent,
comme un peu à l'image des romans cinéma de jadis qui donnaient des informations supplémentaires pour nous permettre de mieux comprendre l'expérience des personnages. Avec la novélisation, c'est comme si on avait le droit maintenant à une deuxième voix dans le film. L'histoire s'est répétée lors de ma lecture de Toutes les femmes sont des aliens d'Olivia Rosenthal. Cette fois-ci, je connaissais déjà Alien, qui d'ailleurs a été aussi réalisé par Ridley Scott, mais 12 ans plus tôt. J'avais même déjà analysé le film dans un cours de cinéma à l'université où le professeur, un homme spécialisé en psychanalyse, nous avait mis en lumière toutes les allusions sexuelles présentes dans la direction artistique. Entre autres, comme vous pouvez le remarquer, il nous a parlé du vaisseau sur la Lune qui rappelle l'entrejambe d'une femme. Donc, vous voyez les jambes et vous voyez l'entrée du vaisseau qui, évidemment, est dans l'entrejambe. Et la scène d'attaque contre Ripley à la fin qui ressemble à un viol parce qu'elle est presque nue, comme on peut aussi le remarquer ici, et parce que la tête du monstre de l'alien ressemble à un pénis. D'ailleurs, le professeur en question nous avait passé cette même capture d'écran de la bataille finale pour qu'on puisse constater assez clairement la forme phallique de la tête du alien. À l'époque, ça nous avait fait bien rire, évidemment. 10 ans plus tard, je comprends maintenant que cette analyse est une démonstration du male gaze, cette théorie définie par Laura Mulvey en 1975. Le male gaze est un langage cinématographique qui représente une vision masculine et fantasmée du monde, portée par le plaisir du voyeurisme. Ce regard masculin est intégré dans toutes les formes d'art et dirige une majorité des productions de films, que ce soit de manière réfléchie ou non. Il faut en être consciente pour pouvoir s'en départir, pour pouvoir créer différemment, parce que cette manière de faire les choses est amplement intégrée. Dans sa novélisation, Rosenthal nous propose un tout autre point de vue sur l'œuvre de Scott. Je cite, « Peut-être qu'Alien est femelle. Après tout, qui me dit de quel sexe est la bête? C'est peut-être Ripley? Auquel cas, c'est encore plus grave, encore plus effrayant. Alien, c'est elle. Alien, c'est l'histoire d'une femme. Alien comme aliéné, comme celui qui est pris par l'autre, comme celui qui est entièrement sous la coupe d'une autre et qui ne peut pas vivre vraiment parce qu'il n'est pas complètement lui-même. » L'autrice, dans cet extrait, nous suggère une nouvelle identité de la bête, bouleversant ainsi certains aspects du film. Par son texte, elle nous rappelle que ces analyses ne reposent souvent que sur une question de point de vue, encore une fois. Penser qu'Alien est une femme change les rapports de force dans l'histoire. D'ailleurs, combien de femmes il y a dans Alien? Il y a Lambert, la navigatrice du vaisseau qui met en garde ses collèges masculins de ne pas aller plus loin sur la Lune. Évidemment, ils ne l'écouteront pas et elle se fera tuer comme tous les autres hommes du navire. Ensuite, il y a Ripley, la Final Girl Trope, un archétype présent dans plusieurs films d'horreur et plusieurs films d'action qui représente la dernière fille qui reste à la fin, la dernière survivante, qui donc survit à ses compatriotes masculins. Et il y a Alien qui, à l'image de la montre religieuse, décapite tous les mâles qu'elle rencontre, une bête femelle qui donne à Ripley une plus grande subjectivité. La scène finale reflète bien cette nouvelle idée. Ripley, après avoir vaincu la bête, est seule dans le navire et enregistre un message de détresse qui sera sa façon de déclarer qu'elle a enfin une voix dans l'histoire. Toutes les femmes sont des aliens nous renvoie à Ripley, qui est aussi aliénée par son statut de femme, l'obligeant à se défaire du pouvoir des autres. Et cela nous ramène à nous aussi, femmes contraintes dans un monde d'hommes avec encore trop peu de façons de s'émanciper. D'ailleurs, dans son essai, Mulvey fait une métaphore intéressante qui m'a interpellée. Je vous la lis. The presence of a woman is an indispensable element of spectacle in normal narrative film. Yet her visual presence tends to work against the development of a storyline to freeze the flow of action in moments of erotic contemplation. This alien presence then has to be integrated into cohesion with the narrative. La femme aliénée au cinéma, la femme qui est dominée par les autres ou la femme alien, comme disait Mulvey, qui n'appartient pas au récit qui se déroule autour d'elle, tout cela sont des résultats du male gaze. Donc, est-ce que c'est possible de réécrire un film déjà réalisé? J'ai l'impression à ce stade-ci de mes recherches que oui,
la pratique de la novélisation pourrait transformer son œuvre d'origine, particulièrement au niveau des marques laissées par le regard masculin. En effet, grâce au nouveau point de vue instauré par l'entité narrative, cela nous présente une expérience différente du film, une autre vision des choses que notre œil de cinéphile aurait manqué, trop confortable dans sa connaissance initiale du monde. Je termine bientôt. Pierre Ouellette explique dans son livre « Poétique du regard, littérature, perception, identité » que, je cite, « La littérature nous fait vivre des expériences perceptives médiates dont le support est l'imaginaire, puisque construit à partir d'images mentales résultant de notre double connaissance de la langue et du monde. Ce pouvoir de l'écriture permet la création de nouvelles représentations et expériences perceptives. La novélisation pourrait utiliser ce pouvoir pour transformer le film initial en lui donnant une perspective littéraire en premier lieu, mais aussi en dotant les lecteuristes d'un regard différent grâce à la narration. Pour moi, cette possibilité entraînée par une pratique intermédiatique de la littérature interpelle le female gaze au cinéma. Comme solution au male gaze, Iris Bray exploite cette théorie dans Le regard féminin, une révolution à l'écran. Dans son livre, Bray décrit le female gaze comme étant un regard qui donne une subjectivité au personnage féminin, permettant ainsi au spectateur et à la spectatrice de ressentir l'expérience de l'héroïne. Cette nouvelle entité narrative et ce nouveau regard créé par une novélisation qui part de l'expérience humaine nous ouvre la porte sur un vécu différent que celui exposé dans le film. Lorsqu'il s'agit d'un vécu au féminin, l'ajout de parole d'une narratrice agit symboliquement comme une voix hors champ placée en filigrane sur l'histoire du film. Cette voix permet de se dissocier du regard masculin et ainsi faire de la place à l'expérience féminine dans le film et dans la vie, qui est ultimement la principale raison pour laquelle il est important de faire davantage de place à la novélisation dans les études littéraires.